Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une nouvelle session d'infos, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois des initiatives fortes sur le plan local ou national, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de cette émission, aujourd'hui on s'intéresse au cerveau et surtout à la mémoire. Comment fonctionne-t-elle? Comment booster cette mémoire, celle de son enfant, en faire une alliée? On vous donne quelques clés. 50 clés, on n'a peut-être pas le temps. Dans un instant, le mind mapping à la code pour mémoriser, pour s'organiser aussi, des mots, des images, pas mal de dessins. Sur quoi repose cette technique? Pourquoi est-elle si prisée, si efficace? À partir de quel âge surtout peut-on l'appliquer? Ça nous intéresse par rapport à nos enfants. On en parle là aussi dans un instant. Et puis Alix, dans ta loupe, tu nous dis que la mémoire a ses champions? Oui, Sébastien Martinez, il est champion de France de mémoire. Champion de France de mémoire. Et on a une championne du monde de mind mapping. C'est parti. Je mets la pression tout de suite. Bonjour Sophie Griffon, Le Penner. Vous allez bien? Bonjour. Je l'ai bien dit, Le Penner? Le Penner, parfait. Il me semble, je crois que je commence à connaître la famille. Vous êtes championne du monde de mind mapping, conférencière, formatrice, illustratrice de la pensée visuelle pour booster votre cerveau, Graphic Easy, c'est ça? Et créatrice de la BD Sofalda pour apprendre l'espagnol. C'est aux éditions? Aux éditions Sophie Le Penner. Sophie Le Penner, c'est très bien. En plateau, toujours Marie Costa, bonjour. Bonjour. Auteur de 50 clés pour aider son enfant à mémoriser. Et ça, c'est aux éditions Erol. Championne du monde de mind mapping, je le disais, Sophie. Tout d'abord, qu'est-ce que le mind mapping et surtout, comment se déroule une compétition? Alors voilà, ça, c'est les sports, ce qu'on appelle les sports du cerveau. Et donc, il y a il y a 3 épreuves de mind mapping. Donc là, on vient structurer l'information, on vient l'organiser d'une certaine façon, en fait, où vous allez avoir votre sujet au centre de la page, et puis vous allez déployer des branches qui vont venir donner une arborescence. Une arborescence, voilà, spatialisation de l'information. D'accord. Et donc les 3 épreuves de mind mapping sont celles du discours, où là, vous écoutez un discours et vous prenez en temps direct les différentes informations. Ça, c'est l'écoute active, c'est ça, j'imagine? Voilà. Ensuite, vous avez une épreuve de magazine. Donc là, vous avez 70 pages à synthétiser. Donc vous avez un temps réduit, en fait, pour réaliser cette synthèse. Alors, vous ne vous contentez pas non plus de prendre uniquement le sommaire. Hein. Donc là, vous venez y glisser un petit peu de lecture rapide pour vraiment capter les mots-clés principaux. D'accord. Et puis la 3e épreuve, qui est l'épreuve créative. Et là, on vient déployer en fait notre questionnement sur un sujet. Et donc là, c'est aussi très intéressant. Vous avez un mot et vous faites une carte. Donc là, voilà, pour faire le rapport aussi avec les enfants, c'est extrêmement riche puisque là, on vient questionner un sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va venir dire, raconter sur ce mot-là, qui peuvent être des choses très personnelles, mais aussi issues de... Sophie, vous avez parlé de sport du cerveau. Oui. Qui dit sport dit entraînement? Ah oui. Et comment on s'entraîne? On commence par où? Par quoi? On commence par faire des cartes. On fait des cartes, d'accord. Voilà, on commence par se former, voilà, pour avoir un peu l'information. Comment est-ce qu'on structure l'information? Et qui dit sport du cerveau dit règles à respecter. Ah. Voilà. Alors, quelles sont ces règles? Donc, il y en a une... Il y en a un paquet. Il y a tripoté. Il y a un paquet de règles. Déjà dormir, peut-être, pour commencer? Ah oui, c'est sûr que bien dormir, ça c'est important. Bien dormir et manger aussi, pas manger trop gras ou des bonnes graisses, en fait. Non, mais c'est bien de le rappeler aux enfants. Le repos, c'est important pour oui. avoir le cerveau qui fonctionne, pour être en forme. C'est ça. Et pour réduire, en fait, le niveau de stress également qui peut être lié aux différentes épreuves. Comment on préserve son cerveau du stress avant, encore une fois, toutes les deux, de rentrer dans le détail de vos techniques? Il y a une solution, à part le sommeil, pour préserver le cerveau du stress? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Évidemment, le sommeil permet d'oublier les mauvais souvenirs. C'est souvent, on dit, quand on a eu une mauvaise expérience, attends avant d'envoyer le mail pour te plaindre, passe une bonne nuit de sommeil et le cerveau va élaguer plein de souvenirs négatifs et puis être beaucoup plus objectif le lendemain matin. Le stress, ça peut être aussi évacué par le sport, ça peut être évacué par la parole, en discutant avec d'autres, par les câlins quand on est petit et quand on est grand, ça fait du bien l'amour et ça déstresse. La nature, enfin, il y a beaucoup de moyens de déstresser et de retrouver un calme intérieur. Très intéressant votre ouvrage, je le rappelle, Marie, 50 clés pour aider un enfant à mémoriser, améliorer ses capacités d'attention, dédramatiser les devoirs, pas mal. Des astuces aussi pour faire de sa mémoire une alliée aux éditions
Erol, il y a différents types de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Oui, alors la première, c'est la mémoire de travail. Je ne sais pas si vous savez combien de temps elle dure. Non. 17 à 20 secondes chez un adulte. C'est la mémoire très très courte. Vous allez chez un ami, il vous dit par l'interphone le code de la porte d'entrée, vous tapez le code, vous claquez la porte, vous l'avez oublié. C'est une mémoire qui nous sert pour faire un tout petit travail dans l'immédiat. J'appelle ça la fameuse mémoire immédiate, ouais. Oui, c'est un peu ça, la mémoire immédiate. C'est vraiment une mémoire qui nous sert pour aller chercher quelque chose ou pour tout de suite, immédiatement. Ensuite, après, il y a une autre mémoire qui est la mémoire épisodique. Celle-là, c'est la mémoire autobiographique. C'est tout ce qui s'est passé dans notre vie et dont on se rappelle. Celle-là, elle n'est pas toujours fiable. Avec le temps, on va pouvoir des fois bouger les choses, romancer, améliorer les choses. Ça me parle. L'autobiographie, c'est ça. Ensuite, après, il y a la mémoire procédurale. Celle-là, elle nous sert pour apprendre des automatismes, des mécanismes comme la marche, le vélo, faire du ski, etc. Il y a la mémoire sémantique. C'est au fur et à mesure, j'apprends plein de mots et je vais augmenter de terre, je vais apprendre terrain, souterrain, territoire, etc. Perceptive. Celle-ci, elle part de nos 5 sens. C'est-à-dire, je vois, j'entends, j'écoute, je sens. C'est notre fameuse Madeleine de Proust. La fameuse pyramide de Dahl, c'est ça? Ah, alors là, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. D'accord. C'est autre chose. J'ai essayé de bien travailler, mais... Non, cette pyramide, en fait, Dahl nous dit que c'est un cône comme ça, et que si on reste juste sur la lecture... D'accord, la lecture, ça nous permet de mémoriser que 10%. Or, beaucoup de jeunes... Pardon de vous couper, mais moi je reste... Alors, j'ai 45 ans, je suis né en 78, et c'est vrai qu'on me disait toujours petit, allez, tu lis tes cours juste avant d'aller te coucher, et demain, tu vas voir, c'est magnifique, tu vas tout mémoriser. Et le lendemain matin, j'avoue que c'était un peu compliqué. Oui, alors c'est pas reconnu, ça. Les scientifiques ne l'ont pas dit. Alors, autant la mémoire permet, le sommeil permet de choses, mais par contre, on peut pas mettre un casque et écouter un audio avant de s'endormir, ça marche pas. Par contre, on va se rappeler de tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce qu'on a vécu, et on va le remâcher le soir, la nuit, et assimiler. Donc oui, de l'avoir lu plusieurs fois, mais c'est surtout écouter, reparler de son cours à son parent, l'avoir vécu, avoir fait une expérience, avoir vu une petite vidéo qui nous parle du cours. Là, on est sur le cône de Dahl, et plus on va manipuler, plus on va être acteur, mieux notre cerveau va mémoriser, on n'est pas juste lecteur. Lire, entendre, voir, recevoir, participer, faire, c'est la pyramide, le cône de Dahl, 1969. Ça, vous l'utilisez aussi ? Oui, en fait, la carte mentale, le mind mapping, ce qui est magique, c'est qu'on redigère l'information. Et on vient l'organiser en fait sur sa carte. Donc finalement, en fait, le jeune, il entend son cours, il va choisir les mots-clés, voire même les modifier, en fait, voir pour que lui, ça lui parle, justement. Et puis les associer à des couleurs pour catégoriser, à des pictos pour faire ses encres mentales. Et puis voilà, tout est gagné. Donc là, on est vraiment dans la pyramide de Dahl. Et ce dont parle Marie, qui est extrêmement juste, c'est si le jeune est en capacité de redonner l'information à ses parents, à son frère, à une peluche, je ne sais qui, à pouvoir retransmettre ce qu'il a pu apprendre lui-même, c'est bon, ça veut dire que c'est acquis et compris. Ces cartes mentales, au final, c'est comme quand on faisait des fiches, sauf qu'elles sont sous une autre forme, ou c'est un complément? Il faudrait idéalement faire les deux. Il faudrait faire des fiches un peu manuscrites avec les bullet points. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est rassurant. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, c'est très rassurant. J'avoue. Elle n'est pas très loin, je regarde. Allez. Et surtout ces cartes mentales. En fait, les cartes mentales, étant donné qu'on spatialise l'information, on est avec une image. Donc ça prend moins de place dans le cerveau. Et quand vous êtes avec une fiche, un bullet point, c'est-à-dire que vous n'allez pas recaser des liens entre les informations. Vous allez tout mettre... On les empile, quoi. Vous empilez. C'est presque de la redite, quoi. Oui, et souvent, voilà. On n'est pas tellement acteur de sa fiche, alors que le mind mapping, il y a un vrai... Oui. Ça vient de soi. Ça, on va venir, il va falloir se faire confiance aussi, parce que c'est-à-dire qu'on va noter les mots-clés, donc les mots-clés vont nous demander de faire la phrase complète et de venir, en fait, finalement, donner le cours complet. Mais évidemment, on peut compléter avec de l'information... le principe de la carte mentale, c'est de synthétiser. Donc, on peut après avoir des parties de la carte mentale qui nous demandent d'aller
peut-être consulter une autre carte mentale plus précise sur un thème et un sujet. Mais après, on utilise aussi... En fait, c'est un outil qu'on utilise en complément des moyens mnémotechniques. Voilà. Cette année, vous êtes courageuse. Moi, j'y pas allé sur le... J'y vais pas, sur le mnémotechnique. J'ai dit ça. Comment on motive l'enfant à apprendre et surtout, quels sont les facteurs bloquants concernant cet apprentissage ? Eh ben, les émotions, hein, c'est-à-dire que plus on va s'énerver, être impatient, crier, menacer de tu vas pas y arriver. Là, vous parlez des parents, là. Hein. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Et moins l'enfant sera motivé. En plus, il peut être stressé. Le cerveau ne peut pas mémoriser sous l'effet du stress. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment être détendu. Et plus nous, on est stressé face à notre enfant, moins ça va fonctionner derrière et plus ça va être bloqué. Et quelles questions on doit poser à son enfant, justement, pour établir une stratégie et pour pouvoir le faire progresser ? Il y a deux sortes de motivation. Oui. Soit c'est une motivation, tu dois le faire. Donc là, c'est le parent qui a une injonction, ou les professeurs, ou les notes, ou réussir un examen. Et il y a « je veux le faire ». Et quand c'est « je veux le faire », là, l'enfant, ça vient de lui et il est beaucoup plus motivé. Mais on le voit bien tous dans notre travail. Bien sûr. Quand les choses viennent de nous, on va beaucoup plus loin. Sophie, justement, quand vous arrivez à les motiver, vous qui intervenez auprès des élèves aussi, comment vous construisez vos ateliers et quelle est la place de l'humour et du fun, si je puis dire, dans cet apprentissage? C'est presque central. Hein. La place de l'humour, du fun, de la couleur. Et puis aussi montrer l'exemple. Hein. Moi, je fais avec. Donc, pour éviter d'être dans cette injonction, à un moment donné, on doit quand même transmettre des informations. Mais le fait de faire avec, autour, et d'être sur une posture... d'accompagnant, c'est quand même extrêmement différent que d'être dans une posture descendante. Ils sont en solo, en groupe? Vous les mettez en groupe, c'est en individuel? Ça peut être les deux, ouais. Oui. Et j'ai vu que vous les mettiez en mouvement. Oui. Oui. On peut utiliser du brain gym, en fait, aussi, le mouvement. Alors, parce que pour apprendre, voilà, on peut avoir des enfants qui vont avoir besoin de bouger. C'est OK, en fait. Ils ont même la bougeotte quand ils sont, vous savez, quand ils sont assis, ils ont même la bougeotte. Donc, mais c'est une compétence, en fait. C'est-à-dire que le mouvement les aide à apprendre. Donc, alors, le mouvement, on l'a aussi dans la carte mentale, parce que finalement, on vient utiliser l'ensemble de sa feuille. On n'est pas bloqué sur un petit endroit et un titre, etc. Donc on vient en fait donner des informations un peu partout sur la feuille. Donc on bouge. Et ça dédramatise aussi le fait d'être un peu seul au tableau, j'imagine? Le côté vrai que un peu traumatisant pour certains. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une histoire d'émotions derrière. Alors la carte mentale, on l'utilise aussi comme support de prise de parole devant le groupe. Ouais. Quel type de défi on peut se lancer, du coup, pour mémoriser? Pour mémoriser, pour les enfants. Pour les enfants, il y en a plusieurs. Quand l'enfant est motivé, il a envie d'utiliser, alors on parlait de le côté ludique, les jeux, plus on s'amuse, mieux on retient. Donc on peut voir, chaque enfant va apprendre de manière un peu différente en fonction de ses goûts, de sa façon de faire, de sa motivation aussi. Hein. Certains vont apprendre en fonction du professeur. Si le prof me plaît, je vais vraiment être motivé, puis d'autres vont pas apprendre par rapport au même professeur. Mais en fait, plus on va utiliser des astuces pour qu'on apprenne en s'amusant, mieux c'est pour l'enfant. Plus il va avoir du plaisir à apprendre, et mieux c'est. Donc si l'enfant il a envie de bouger, évidemment, il faut qu'il bouge. Et c'est une fausse idée que de dire qu'il faut que chaque enfant soit bien assis à un bureau pour faire ses devoirs. L'inverse est vrai. C'est-à-dire que le avec Sophie, il trottine, hein, donc le micro-mouvement va calmer le cerveau des enfants. Combien de personnes ont déjà au téléphone fait des petits dessins? Moi, tout le temps. Tout le temps. Et puis vous étiez très concentrés. Combien de personnes au téléphone font les 100 pas et sont très concentrés? Donc c'est vraiment une aberration de dire aux enfants... C'est même une condition pour être concentré parfois. C'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on dit à l'enfant ne bouge plus, il pense juste à je ne bouge plus, je ne bouge plus, je ne bouge plus. Puis quand on dit à un cerveau, le cerveau, je crois, ne comprend pas la négation, il me semble. Hein, oui. Ce que j'ai appris. Hein, donc ne bouge pas, en gros, il va bouger, il va enlever la négation. Est-ce que tout le monde peut faire du mind mapping? Enfin, est-ce qu'on est tous égaux face à la hiérarchisation de nos pensées? Alors effectivement, étant donné que c'est au plus près du fonctionnement du cerveau, oui.
Après, on a plus d'appétence et d'envie. En fait, là, on revient sur le plaisir à utiliser certains outils plus que d'autres. Mais est-ce que pour se lancer dans le mind mapping, il faut déjà savoir structurer ses pensées, ses idées, ou est-ce que c'est en faisant du mind mapping que justement on apprend à les structurer? Oui, on apprend en faisant. Hein. Bien sûr, puisque là, vous allez être confronté en fait à un discours, à quelqu'un qui parle. En fait, vous pouvez l'utiliser déjà sans pression au moment d'un repas de famille. Il y a plein de conversations. Tiens, je vais faire ça à Noël. On va faire ça à Noël. Ouais, hein, on lance un débat et on fait une carte. Mais c'est ça, en fait, c'est de se dire, tiens, est-ce que je fais ma carte pendant, dans quel cas c'est en temps direct, ou est-ce que c'est après, pour faire fonctionner aussi ce qu'on a pu retenir, et se dire, tiens, on a parlé de ce sujet-là, et puis hop, vous commencez à poser sur le papier. Et là, vous avez une synthèse peut-être des moments de tension, ou des moments hyper agréables, mais voilà, vous allez pouvoir poser sur le papier, et c'est sans pression. Et là, vous allez pouvoir... Il n'y a pas une bonne façon de faire? C'est-à-dire que, par exemple, ce même repas de Noël, par exemple. Oui. On est plusieurs. Question autour du repas de Noël, c'est Alix, alors. On prend un débat et on est plusieurs à faire du mind mapping, chacun son petit mind mapping. Oui. Et en fait, il ne ressort pas forcément les mêmes choses, on n'a pas forcément retenu les mêmes choses. Et est-ce que quelqu'un a plus raison qu'un autre? Mais non, en fait, c'est quelle intention on met sur cette carte? C'est pas objectif, quoi. Non, qu'est-ce que vous venez chercher, en fait? Là, on vient aborder les problématiques de questionnement. Voilà, on peut très bien tous assister à la même conférence. Et moi, je vais me dire, moi, je veux les 5 clés pour... tiens, je veux que Marie, elle me dise les 5 clés. Marie, elle en a 50. Voilà. Attention, les gars. Pour la mémorisation. Grande mind mapping. Donc, oui, quand d'autres... par exemple, pour les devoirs. Donc, on cadre. Mais vous pouvez très bien vous dire, mais moi, je viens écouter Marie pour avoir tout l'ensemble de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour bien apprendre. C'est encore un peu différent. Et ainsi de suite. Et en fait, vous pouvez très bien être à plusieurs et aller à une conférence et vous dire, tiens, moi, je vais chercher cette info-là. Moi, je vais chercher celle-ci. Et moi, je vais fusionner à la fin la globale et fusionner ensuite vos informations. Je trouve que cette question est d'autant plus intéressante que moi, c'est vrai que quand je ne connaissais pas, et c'est vrai que moi, ma femme, je parle beaucoup de moi, désolé, ma femme l'utilise beaucoup, ça l'a beaucoup aidé dans son travail notamment, pour nourrir sa réflexion. Tu as quand même l'impression que c'est des gens à la base qui sont assez cartésiens. Mais en lisant votre technique, vos écrits, j'ai quand même l'impression que ça laisse libre cours à la créativité. Donc du coup, tu as un peu les deux mondes, quoi. Ceux qui sont très cartésiens et aussi les créas, quoi. C'est ça? C'est ça. Parce qu'en fait, il y a une structure qui peut... Enfin, voilà, il y a un cadre. Il y a une structure quand même assez... pas rigide, mais presque. Et moi, je m'éclate. Parce que c'est la couleur, parce que je viens y mettre de l'illustration, du dessin. Il faut savoir dessiner aussi. Pas du tout. En tout cas, vous savez dessiner. Non, mais parce que moi, c'est mon domaine c'est un de mes domaines de compétences et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Mais on n'est absolument pas du tout obligé de savoir dessiner. Bien au contraire. Si vous savez faire un rond, un carré, décomposer un objet, c'est utiliser les smileys. Les smileys qu'on utilise dans nos téléphones. Vous les glissez. Déjà, vous commencez par ça dans vos cartes. Bien catégoriser avec la couleur. Et là, il y a des applis d'ailleurs, pardon de vous couper, sur téléphone, si je me souviens bien, de mind mapping. Je ne sais pas si vous en utilisez, mais il y en a plein. Vous pouvez aller voir effectivement si vous ne connaissez pas. Mais vous avez appris à votre fille à partir de quel âge justement le mind mapping et s'y intéresser à quel âge? C'est une très bonne question. On va dire. Ou les enfants, on peut commencer à partir de quel âge? 8-9 ans? Ah oui, mais je dirais même dès la maternelle en fait. Ah oui. Parce que c'est juste que l'usage va être un peu différent, mais vous pouvez l'utiliser comme une forme de puzzle à construire, de prendre cette habitude, de laisser, en fait, que la prise de notes ne soit pas uniquement linéaire, mais de se dire que c'est possible de la faire avec cette structure. Pas sur le mur de chez moi, ça ne m'arrangerait pas, parce que je les vois, ils sont tellement créatifs. Ils commencent sur le tableau, puis après ça déborde sur le mur. On peut commencer justement à instaurer ces préceptes, à faire progresser le cerveau, la mémoire de nos enfants à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge au final, Dès la Marie? naissance. Le cerveau, il fonctionne dès la naissance. Le bébé, il reconnaît l'odeur de sa maman, il reconnaît plein de choses. Et le cerveau, il faut le faire fonctionner très tôt. Très tôt, en disant qu'est-ce que tu as retenu de cette balade en forêt, qu'est-ce que tu as retenu avec tes 5 sens. Est-ce que tu peux nous décrire les odeurs, les sons, les couleurs, voilà. Et on travaille la mémoire dès tout petit. Et ça se travaille toute sa vie.
On peut améliorer sa mémoire toute sa vie, sauf quand on a la maladie. Ça va, Marie, je vois comment vous me regardez, j'ai compris. Comment on réserve des moments, et est-ce qu'il faut absolument réserver des moments avec son enfant, justement, de partage, de réflexion pour faire passer la mémoire? Évidemment. De toute façon, la mémoire, c'est dans l'interaction. Ça prend du temps ou pas forcément? C'est dans l'interaction. C'est quand l'enfant vous regarde qu'il apprend des choses. Notamment, je sais pas, là, je vois Sophie, elle a un joli visage détendu, elle sourit, etc. Je vois qu'elle est bien, qu'elle est à l'aise ce matin quand elle parle. Donc, en fait, les interactions nous apportent aussi des informations et nous permettent de voir si l'autre est impatient, il est patient, il est calme, il est détendu. Et ça, c'est toutes des informations qui vont aussi s'ancrer dans la mémoire et qui vont faire que ce moment-là, le moment de l'échange que l'on a là, est un moment plaisant et qui va rester longtemps dans nos mémoires. Ça aussi, on arrive à le développer, justement, avec Sophie, le mind mapping. Vous êtes championne du monde, votre fille est championne du monde aussi. J'ai eu la chance de la recevoir, décidément, quelle famille. Ça prend quand même pas mal de jus de cerveau, je pense que c'est le cas de le dire, au moment où on participe à la compétition, au moment où on participe à un championnat du monde. Comment, justement, on arrive à libérer du cerveau disponible pour justement être fin prêt et pas surstressé à ce moment-là? Alors, en fait, l'entraînement va créer en fait une forme d'automatisation en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en train de vous poser la question de la structure, mais vous êtes hyper concentré à l'écoute des informations qui vous sont données et que vous devez retranscrire. Vous l'avez dit, c'est un sport au final, donc il y a un moment à force d'entraînement. En fait, voilà, c'est le geste. Le geste devient naturel, le choix des couleurs est automatisé. Il y a plein d'astuces en fait pour pouvoir justement être 100% attentif à ce qu'on entend. Vous avez quel retour des élèves, quel retour d'expérience dès que vous faites un atelier dans telle ou telle classe? Souvent, en fait, ils se reconnectent en fait à leur créativité, à leur part créative. Parce que souvent, on va associer une information à apprendre d'une manière extrêmement rigide. Ça doit être très sérieux. Donc, à partir du moment où on y met de la couleur, eh bien, on va apporter cette notion justement de plaisir. Et on va venir enlever un peu cette angoisse du dessin chez certains, ou d'autres vont pouvoir se dire « Ah, je peux enfin dessiner même sur mes cours » et pas uniquement en art plastique. La loupe d'Alix, c'est parti. On a parlé de 2 champions du monde de mind mapping. Tu nous parles d'un champion de France. Et oui, son nom est Sébastien Martinez. Il a 36 ans et son palmarès est assez exceptionnel. En 2015, il décoche le titre de champion de France de mémoire. Puis il se hisse au rang de vice-champion du monde en 2018 aux côtés de l'équipe de France. Ingénieur de formation, Sébastien a développé sa propre méthode de mémorisation, ce qui lui a non seulement permis de remporter des titres, mais aussi de devenir formateur dans le domaine. Il a publié son dernier livre, Les champions de la mémoire, en mai dernier. Il y présente la marche à suivre pour enseigner aux enfants et aux adolescents l'art de tout retenir. Fait intéressant et surtout rassurant pour nous, simples mortels, Alexis n'a pas toujours été ce virtuose de la mémoire. Il raconte que plus jeune, la mémorisation pure était loin d'être son point fort. Pour l'anecdote, au moment de ses études, il échoue à valider son TOEIC. C'est alors qu'il découvre sur Internet l'existence des championnats du monde de mémorisation, mais aussi les méthodes associées. Il décide de s'y essayer et ça fonctionne puisqu'il valide la 2e session avec brio. Aujourd'hui, non seulement c'est devenu son métier, mais il est aussi le cofondateur et le président de l'association des sports de mémoire. Sébastien propose un paquet de formations pour les jeunes, notamment à des lycéens préparant des concours tels que médecine. Il partage des stratégies pour retenir des listes, des schémas, des formules et bien plus encore. Parmi les 3 conseils phares qu'il transmet, le premier concerne la sollicitation de l'attention en rendant l'apprentissage aussi ludique que possible. Le mind mapping, par exemple. Il souligne également l'importance du sommeil. Autre conseil, pensez à associer. Il utilise l'exemple des œufs pour se rappeler de Zeus ou d'une jupe pour évoquer Jupiter. Pour Sébastien, l'association est la clé pour ancrer l'information dans la mémoire à long terme. Et puis, 3e conseil, simple mais crucial, il faut s'entraîner. Pour éviter l'oubli, la révision régulière est essentielle jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Sophie, il y a des techniques pour apprendre à associer justement les mots, ou ça, on fait c'est extrêmement personnel. Personnel, ouais. Oui. C'est ça. Oui. Pour avoir testé sur des plus jeunes enfants, en l'occurrence mon fils. Voilà, qu'au début, on va faire une carte et je commençais à mettre moi des pictos, ce à quoi moi ça me faisait référence.
Et je le questionne. Et il me dit, bon, je dis, tu dessinerais quoi? Et c'est là où, en fait, lui me donne ce à quoi ça lui fait référence. Quelle est l'importance des silences dans vos démarches respectives? Est-ce qu'il faut accorder un temps aussi au silence? Parce qu'on parle beaucoup de mémorisation, et c'est vrai que souvent, quand on fait ses révisions, on se dit qu'il faut être au calme, qu'il faut aussi un temps de silence. Vous, quand je pense, vous faites vos ateliers, il n'y a pas toujours des silences, mais il y a un temps qui est réservé pour les silences ou pas forcément? Mais après, ça dépend. Marie, tu me couperas si jamais tu veux compléter, mais le silence, en fait, ça va dépendre de comment est-ce qu'on apprend. Certains vont avoir besoin d'avoir un peu de musique. On reparle aussi également du mouvement, comme tout à l'heure, le besoin de mouvement. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il faut imposer un silence? Pas tant, mais est-ce qu'il y a de la place pour le silence on a vu des photos, on a vu comment se déroulaient vos ateliers, et je les vois en mouvement, je me dis qu'ils ne sont pas forcément silencieux, mais j'ai toujours entendu qu'effectivement, pour que ça fonctionne aussi, la mémoire, il y a aussi une forme de repos, il fallait aussi du silence. Donc est-ce que le silence fait partie intégrante du coup? En fait, à un moment forcément donné, c'est vrai qu'en étant dans un atelier en train de faire une map, en fait, on va être dans une forme d'état de flow. Et puis le silence vient tout seul, en fait. Il vient, par de la concentration, on est concentré sur la tâche qu'on est en train de... Moi, je suis très jaloux, j'aurais bien voulu avoir des cours comme ça, moi, des interventions comme ça quand j'étais petit. Le silence, il y a aussi le temps. Aujourd'hui, on veut que l'enfant, il apprenne vite. Et il y a une part on prend son temps pour apprendre et le cerveau a besoin de lenteur pour mémoriser durablement. Donc, il faut être patient. Voilà. On veut que tout aille vite. Surtout dans vos métiers en plus. Le journalisme, c'est speed tout le temps. On pense que c'est la manière qu'il faut faire pour apprendre, voilà. Mais non, le cerveau de l'enfant, il a besoin de temps. Et le silence peut aider, mais parfois la musique, le rythme, le mouvement, les choses comme ça. En tous les cas, ce qu'il faut, c'est varier les moyens d'apprentissage et puis après on laisse le temps au temps et reprendre les choses. C'est tout ça, un peu la sagesse de nos anciens qui voyaient les choses et qui les revoyaient et qui les racontaient encore. Et c'est ça la mémoire, c'est repasser sur le même chemin plusieurs fois et là le chemin il est beaucoup plus simple. C'est comme quand on traverse une jungle, la première fois on est obligé d'aller au coupe-coupe et puis après c'est plus simple, on retraverse sur un chemin qui est déjà balisé. La mémoire, on peut prendre plusieurs chemins, mais c'est surtout de revenir sur le chemin. Et vous évoquez les différents types de mémoire. Est-ce qu'il y a des outils pour solliciter une mémoire en particulier? Bien sûr, alors l'outil visuel de la carte mentale, par exemple, c'est pour tout ce qui est mémoire plutôt visuelle, parce que c'est en fait en un seul coup d'œil, l'enfant, il a tout son cours sous les yeux. Et ça va développer la mémoire visio-spatiale, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est dans l'espace, je le vois en un seul coup d'œil. Après, il y a tout ce qui est mémoire plutôt musicale. Il y a des chanteurs de rap qui ont mis, par exemple, Soprano a mis le théorème de Thalès en musique sur du rap, et les ados adorent. Moi, je vais dans les lycées, ils adorent. Ils connaissent au moins un théorème comme ça, c'est bien. Voilà. Allez, c'est bon. Utiliser quand le niveau d'attention dans une salle de classe n'est plus là, moi je les fais tous lever, même jusqu'en terminale, et on fait 2-3 mouvements de gymnastique, etc. Et après, le cerveau est à nouveau attentif et peut se concentrer. Donc il faut, aujourd'hui, on dit aux enfants d'apprendre, mais on leur dit pas comment apprendre. Et c'est vraiment le mal du moment, c'est qu'on veut aller trop vite, et je pense que de la méthodologie en début d'année devrait être dans tous les niveaux de classe. Quand on arrive en première et terminale, qu'on n'a pas appris à mémoriser et qu'on ne connaît même pas le schéma de la mémorisation dans le cerveau, c'est dommage. C'est dommage de voir que percevoir. Est-ce que les profs les connaissent? Eh bien oui, il y a 3 étapes en fait. C'est je perçois les choses, je suis dans l'intention de percevoir les choses, je veux être attentif. Ensuite, je les mets dans ma tête, je les place dans mon cerveau, je les stocke. Et à un moment donné, et ça c'est le plus difficile, je dois les ressortir du cerveau. Et la carte mentale va nous aider, puisque en haut à gauche, il y avait quelque chose de bleu. Et je vais peut-être... Oui, il y avait 3 informations bleues. Et comme ça, je retrouve l'information. Merci infiniment à toutes les deux de venir nous voir. Beaucoup. Merci. Avec Alix, je sens que notre cerveau là, va progresser, notre mémorisation aussi. Sophie Griffon, Le Penner, championne du monde de mind mapping, conférencière, formatrice, illustratrice. La pensée visuelle pour booster votre cerveau, Graphic Easy et créatrice de la BD Sofalda pour apprendre à l'espagnol. Et Marie Cossa, qui est auteure de 50 clés pour aider son enfant à mémoriser. C'est aux éditions
Erol, ayez-le. Il est très très précieux. Merci à toutes les deux. Merci. Et Alix, on se retrouve demain. À demain. Bonne journée.